est allé à Riaumont, Thomas s'est épanoui dans tous les domaines. Mais c'est vrai qu'au niveau relations enfants entre eux, c'était pas facile. Et ça, tu m'as à moi. Comme tu as su dire que je vais te planter. Oui, mais viens. Là, toi, je suis devant toi. Parce que là, le centre avait pris des cas très très compliqués. Parce qu'il y avait du vol, ils se tapaient, enfin des trucs hallucinants. Mais lâche-moi, la d'une manière, lâche-moi. Lâche-moi ça. Non. Cette scène plutôt agitée, qu'on pourrait qualifier de violente et traumatisante, n'a pas été tournée à Riaumont, mais dans l'émission très populaire de Pascal le Grand Frère. Le spectateur est invité à s'extasier sur les capacités de Pascal à rétablir l'ordre et le calme par sa seule présence. Depuis la rue, Pascal entend les cris. Il pénètre aussitôt pour les calmer. Ça suffit! Dégage! Monsieur, bonjour, on arrête, c'est bon? Tu te calmes ou pas? Tu te calmes ou je te calme? Quel talent! Oh, je te parle. Tu te calmes ou je te calme? Ah, si seulement l'arrivée de Pascal suffisait à tous les coups à subjuguer les démons de la colère. Oui ou non? Oui. Ok. Hélas, même pour Pascal, les choses sont parfois plus compliquées. Face à la violence de Kevin, notre caméraman est contraint d'intervenir. Le jeune homme est capable du pire. Et non, toi, tu t'es avec quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu bouges avec moi, toi? Rien ni personne n'empêchera ce pauvre enfant, neutralisé efficacement par Pascal, de raconter dans 10 ou 15 ans que celui-ci l'a violemment agressé et Sors ta rage! Sors ta rage! Vas-y, sors ta rage, vas-y! Mais c'est pur! Submergé par la colère, Armand se jette sur son marteau. Je vais te massacrer! La vérité, je vais te massacrer! Qu'est-ce que tu vas massacrer? Je vais te massacrer, toi! Alors, qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Je t'ai fait du mal, moi? Mais je t'écoute pas du tout! Écoutez, maintenant tu vas écouter, voilà ça que je veux. Ça va? C'est ça que je veux de toi. Ça y est, enfin? Ça sort? Je suis obligé d'être violent avec toi pour que tu réagisses, tu te rends compte? Bah ouais. En fait, non. Face à la violence des caïds de banlieue, capables du pire, les adultes sont contraints d'intervenir. Et ils se rendraient coupables de non-assistance à personne en danger s'ils ne le faisaient pas. La force qu'ils emploient pour juguler cette violence est une force raisonnée et légitime qui n'est pas de la violence. Des anciens pensionnaires de Riaumont parlent de cette violence qu'ils ont connue au village d'enfants et de la façon dont elle était gérée par les encadrants des fois, et les religieux. Comme je le disais aussi dans la lettre, on pouvait se battre entre nous, garçons, et des fois ça rigolait pas. Alors quand le prêtre il venait dans la mêlée pour essayer de nous séparer et que nous on voulait pas lâcher le morceau, et même lui se prenait des coups, hein, concrètement. Mais ce genre de bagarre ça pouvait arriver, mais en général c'était justement maintenu par les pères et les frères. Et je pense justement ils savaient gérer ces trucs-là, ça pouvait vite partir en couille. Tel n'est pas l'avis d'Ixchel de la Porte. La stratégie malhonnête de son documentaire consiste à récolter les échos déformés et amplifiés des tensions générées par le comportement agressif de certains pensionnaires pour en reporter cyniquement la responsabilité sur l'encadrement de Riaumont. Jean, Bruno ou Jamal sont plongés dans un régime de terreur orchestré par le créateur du village pour enfants, le père Revet, un ancien aumônier chez les scouts à la personnalité inquiétante. Alors que l'établissement est reconnu par l'éducation nationale, ses responsables persistent à éduquer les enfants à grand renfort de violence. Ixchel de la Porte prétend illustrer ce propos péremptoire en montant en épingle quelques récits qui gagneraient en vraisemblance s'ils étaient recoupés et confirmés par des témoignages concordants. Mais voilà bien une des règles de la déontologie journalistique qu'elle dédaigne systématiquement d'observer. Le village de Riaumont, par contre, dispose avec le dossier des enquêtes policières menées de 2017 à 2022 d'un ensemble de témoignages infiniment plus abondants et probants que ceux des 3 témoins de son enquête journalistique bâclée. Dans les 133 dépositions d'anciens pensionnaires de Riaumont, on ne compte plus les témoignages précis et circonstanciés qui très clairement décrivent une ambiance générale saine et détendue, situant les épisodes d'emploi de la force des encadrants dans un contexte de bagarre entre élèves où il est nécessaire et urgent de défendre les plus faibles. C'est le cas du plus grave des accidents repérables dans ce dossier. Moi, j'ai été la blessure la plus grave finalement. Je voulais me battre avec un élève. Un assistant qui était là pour aider les frères pour le camp a voulu nous séparer. Il m'a mis 3 coups de pied et il m'a balancé au sol. J'ai eu une double fracture de l'avant-bras. Dans tout ce dossier d'enquête, malgré les hyperboles effrayantes de Madame de la Porte, on ne trouvera pas d'accident plus violent et plus grave que celui-ci.
Or, l'assistant qui l'a provoqué, personnel laïque, n'a pas été mis en examen. Dans les dépositions des témoins entendus par la police, le verbe « séparer » revient comme un leitmotiv lancinant. Tous, ils décrivent des bagarres dans lesquelles les encadrants, pour protéger les plus faibles des brutalités des plus forts, interviennent en flagrance pour séparer les belligérants sans jamais provoquer quelque blessure que ce soit. Ils nous séparent, ils nous empêchent juste de nous battre, ils ne font pas mal. J'ai vu des pères et des frères séparer violemment 2 camarades qui se bagarraient en les dégageant avec force. Mais c'est tout. Ils voulaient me frapper. Du coup, on s'est battus. Les encadrants nous ont séparés. Des bagarres, des fois, des petits trucs où les pères ou les frères, ils séparent. Et les garçons, ils vont dans le bureau du père pour parler. J'ai fait une bagarre. On a commencé à se battre. On a copié le règlement. Les données du dossier ne confirment donc pas les outrances journalistiques qui parlent d'enfer, de violence à l'état brut, de sévices extrêmes, d'exactions et de crimes. Concernant les violences exercées par les enseignants, je ne me souviens pas d'en avoir vu. La première fois que Thomas est revenu, il nous a raconté qu'il y avait des conflits entre les élèves. Et puis, ils étaient carrément, excusez-moi l'expression, mais en train de se castagner, quoi. Et puis, Thomas, il me dit, il y a Père Alain, il les a pris tous les deux. Il les a mis, donc ça doit être là-bas derrière, des casques de boxe avec des gants de boxe. Maintenant, vous pouvez vous taper, vous êtes protégés. Et les gamins, ils étaient tellement stupéfaits qu'il n'y a plus de conflit. Richard, passive! Qu'il te voit, porte-toi avec un air de douce. Mais chante-le alors! Ça en est resté là. Dernière de dire, pourquoi veux-tu qu'on se tape maintenant? Ça ne sert plus à rien. Et tout a été réglé comme ça. À aucun moment c'était justement les pères ou les frères qui nous poussaient à être violents ou à se chambouler ou quoi que ce soit. Jamais. Enfin moi en tout cas j'ai jamais vu de... Justement ils étaient là pour canaliser, pour calmer le jeu justement. Et puis moi ce que j'aimais bien en fait c'était quand il y avait une embrouille comme ça entre 2 garçons, il n'y avait jamais d'injustice en fait. Et ils prenaient les 2 jeunes, et puis allez-y, je veux vous entendre. Et chacun disait sa version. C'est vrai. Toi t'as bien fait de réagir comme ça, toi t'as mal fait de faire ça, fallait pas faire ça. Un truc juste en fait, voilà, jamais d'injustice, jamais de... Ah c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'injustice, il n'y avait pas de... Et puis après, s'il y en avait à la limite, c'est parce que c'est vrai qu'il y avait tous les âges à Riomont. Il y avait des plus petits, et souvent on avait des groupes d'âge un peu qui se formaient. Donc c'est vrai que les plus anciens, on avait tendance à être un peu les tauliers de Riomont et tout, et à mettre un peu la misère aux plus petits. Mais ça, moi j'ai fait beaucoup de collèges publics, c'est pas pire, c'est même pire dans les collèges publics. Et puis justement, il n'y a pas de garde-fou. Ici, il y avait toujours des pères, des frères, il y avait le scoutisme, il y avait le sport, il y avait les activités, on pouvait... En fait, tout était plus simple, plus juste, plus simple, plus facile, il n'y avait pas de problème. Ça... Enfin, il y avait des problèmes, mais ça se réglait plus facilement. Pour ces adolescents engagés dans la spirale de la délinquance, en grippe avec la discipline, rebelles à toute forme d'autorité et encouragés dans leur dérive par le laxisme confondant et déstabilisateur de la pédagogie bienveillante, les bons sentiments et les discours moralisateurs ne peuvent rien. L'aventure du scoutisme peut être une planche de salut. Petite descente d'Espailly, Valentin, François, Guy en tête. La caméra a du mal à le suivre, il suit très bien. On va essayer de rattraper les meilleurs skieurs dans cette super descente du Collet d'Albar. Nous sommes le 15 février 2018. Valentin de l'Épine qui fait un tout choule, nous arrivons en bas de la station. Valentin en tête. Voilà Valentin de l'Épine, on peut le féliciter. Bonjour, que pensez-vous de ce camp HP? C'est 2018. C'est cool. Pour l'instant c'est cool, vous regrettez pas d'être devenu? Non. Vous auriez préféré rester à Pernan en Artois? Non. Ok. Non, c'est bien. On est content. Il descend, oui, pas de chute pour l'instant. Il y va tout doucement. Oh là, je sens la chute. C'est beau, ouais, redresse-toi. Et la chute. Magnifique. Il faut décidément beaucoup de mauvaise foi et un cynisme confondant pour présenter Riomont comme un bagne et un enfer. Mais Ixchel de la Porte ne recule devant rien. Des faillites de Riomont. J'ai emmené mes CP sur la crête des 3 Mollards.
Voilà, je vous présente mon bouffeur de tuc, donc François Lancel, CP de la patrouille du Chevreuil, avec Balou le quémandeur. Bonjour, je m'appelle Balou, je fais du ski dans la vallée de la Maurienne avec les Spy de Rio. Paridala dans la vallée, oh, j'entends les Spy chanter. Bah voilà, on va devoir vous quitter parce qu'on ne dirait pas, hein, mais il y a encore un peu de chemin à faire. Voilà. À bientôt sur Tête Verte 2018. Balou. François Lancel. Le scoutisme développe le goût de l'effort, les belles amitiés nées dans les difficultés surmontées. La contemplation des merveilles de la nature, œuvre de Dieu, la découverte de la prière mène ces adolescents vers les sommets, chacun à son rythme, sur la voie de la vie spirituelle et de la maîtrise de soi. Le scoutisme, ses jeux, ses défis sportifs et techniques offrent aux jeunes un dérivatif puissant et efficace. Auprès de ces jeunes en danger, le rôle de l'éducateur est de montrer en tout l'exemple, de supporter leur colère, d'encaisser leur violence, d'amortir leurs élans destructeurs, pour canaliser cette brutalité et la transformer en énergie constructive. Si le village de Riemont a été créé, c'est justement pour apporter une réponse à des parents qui généralement étaient démunis avec des enfants, ne sachant pas comment gérer et canaliser la violence qu'ils avaient en eux. Moi, en l'occurrence, j'en faisais partie. Il m'a pas fallu 3 soirs, mes premiers soirs à Riemont, pour me battre avec un ancien camarade de classe, assez sévèrement d'ailleurs, et y être séparé par le père Christophe en l'occurrence, qui au contraire n'encourageait absolument pas ce type de pratique. Si vous voulez, on arrivait à Riemont un peu comme si on nous mettait un bolide entre les mains, qu'on avait depuis plusieurs années et qu'on ne savait pas conduire. Et justement, tout le travail des moines, c'était de nous apprendre à comment conduire ce bolide et ne pas partir dans le décor. Il y avait cette violence en nous qu'on avait du mal à canaliser et qu'on exprimait parfois de manière très rude entre nous, entre élèves, et bien évidemment interdit. Et petit à petit, au bout des 3 ans, j'ai appris justement à canaliser cette violence, à la dominer et à la tourner de manière positive. Mais les conflits entre gamins, c'est vrai. Oh, je les ai vus, mais on a vu qu'à un certain moment donné, ben, ça se calmait. Parce qu'ici, il y a des règles. Et je crois que c'est le côté qui a été bien chez Thomas. C'est que lui, il avait des règles à lui. Et dans les règles à lui, il y a beaucoup de règles qui s'appliquaient à Riemont. Donc, tout pouvait se mettre bien. Faire respecter les règles a toujours été un défi éducatif délicat. Tout adolescent doit apprendre à surmonter ses caprices. Il faut du temps pour que l'enfant découvre que la loi ne s'oppose pas à sa liberté, mais qu'elle en est le cadre nécessaire et bienfaisant. La pédagogie du scoutisme est une pédagogie active, une pédagogie qui trouve le moyen de réconcilier les jeunes avec la discipline, car le scoutisme est un jeu et qu'il n'y a pas de jeu sans règles. Le jeune qui aime passionnément le jeu se met à aimer la règle. La netteté de l'uniforme, la propreté du camp scout, l'obéissance au chef, garante de l'unité de la patrouille, sont autant d'exigences que les jeunes se mettent à accepter cordialement parce qu'elles permettent de remporter les défis, qu'elles garantissent la qualité du jeu et le succès des entreprises. Le vainqueur de la veillée est la patrouille du loup. Ouais. Il y a un prix pour la veillée. Jean Raphaël, tu peux venir ici chercher ton prix. Il va vous la casser sur la tête. J'aimerais qu'un de tes gars de ta patrouille puisse jouer de la flûte l'année prochaine en veillée. C'est pas du pipeau, hein. Mais la patrouille de l'éléphant remporte le camp. Ouais. Venez, approchez. Attends, jamais 203. Hein. Je tourne. Ça fait jamais 304. J'avais une croisée. Déjà, il y avait une hiérarchie, mais moi je le savais même pas parce que je connaissais pas du tout le scoutisme et tout. Mais je suis arrivé pour la première fois, mon premier souvenir de Riemont, c'était un camp d'été. Je suis arrivé pendant un camp scout, donc j'ai vu tout de suite comment c'était et j'ai voulu, c'est vrai, faire un peu le parisien. Surtout que voilà, on était des petits, des ados, on était un peu
immature sur tous ces trucs-là. Et le premier qui m'a calmé, c'est ni un père ni un frère, c'est Maxime, paix à son âme, qui m'a tout de suite, c'était le chef de patrouille du coup, qui avait une petite autorité alors qu'il avait mon âge. Et c'est lui qui m'a fait comprendre comment ça se passait ici, en me disant fais pas le parisien ici. Comme Maxime, il s'est la fait ramène caler pas aussi quand il est arrivé. Hein. Exactement, bah, je pense. Il m'a dit en gros la ramène pas. Et rien que ça, de voir des mecs de mon âge qui jouer le jeu, moi ça m'a fait jouer le jeu aussi, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et puis surtout que après tu t'ouvres à tout le positif, les camps scouts, les jeux, les activités, les voyages, les vacances, moi. Vraiment ça m'a fait bouger, ça m'a fait voir des trucs, ça m'a fait apprendre des trucs. Alors aujourd'hui, découverte de l'Écosse, 14 juillet, jour de la fête nationale française. Bonjour Grégoire, comment allez-vous en ce 14 juillet? Il va bien. Grande fête nationale aujourd'hui. Clément Maury en tête. Six, le patriote parfait. How are you? Eh, comment allez-vous? Bien. Donc on est à good like. Yes. Ok. Allez, bon courage, vous n'êtes qu'à la moitié. Regardez sa tête, elle a décomposé. Et c'est en plus c'est vrai. Hein. Hello, Mrs. Grégoire. How are you? Ça va? Vous pensez qu'elle est finie la côte ou pas pour vous? Non, je pense pas, mais... Vous pensez pas? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Bah l'Écosse, ça m'aurait pas étonné. C'est bien fatigant, c'est bien souvent. Ouais. Genre aller au State et tout, c'est bien. State. Bonjour, how are you? Allez. Ouais. Bon courage. Ouais. C'est bien. Merci de votre participation pour notre émission Écosse 2018. Eh, tu pourrais éviter de dire des bêtises dans l'appareil photo, s'il te plaît? Oui, oui. Ça, c'était Six meilleur, comme d'habitude. Oh, 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 oh. Mais il est là, le monstre du Loch Ness. Il a des lunettes. Bonjour, Grégoire. Si j'y retourne, vous me prenez. Ça va, Grégoire? Si j'y retourne, vous me prenez. Oui. Ça vous plaît le camp en Écosse? Alors le cassos vient de me mouiller à l'arrière, c'est Six, bah voilà, il a fait sa petite crasse de la journée. Non, en vrai, si machin, vous me prenez la vidéo. Si ok, vous j'y voulez. vais. Allez-y. Je le montrerai à ma mère. Hein. Oui, à ta et à maman. ma daronne. À ta daronne. Non, ma mère, pardon. Ouais. Si elle va me dire ça, je suis dans la merde. Regardez. Que du positif. Moi j'en prends que du positif. Bah, il faut, bah ouais. Après il y a peut-être eu il y avait des profils, il y avait tous les profils. Hein. Il y avait des mecs qui avaient un pet au casque. Et justement, moi ce que je me dis c'est, si Riomont il s'occupait pas d'eux, qui l'aurait fait en fait déjà. Je me suis dit ah ouais mais en fait il y a des tarés et tout. Et bah tu te rends compte que... Et c'est là que tu te dis merde, en fait je suis un taré aussi, si je suis là c'est qu'il y a un problème aussi. Ou alors mais... personne n'est taré, et juste il s'occupe de tout le monde pareil. Bah, toi je sais pas si toi c'est le cas, moi il n'y a plus aucun collège qui voulait de moi, que ça soit en France ou en Belgique, et à part Riomont. C'était un peu ça, j'avais fait la tournée des collèges, j'avais fait des CFA, des trucs, et puis au bout d'un moment bah... tu faisais le con, c'est ça? Je faisais le con et puis j'avais un jugement, je commençais à vraiment mal tourner. Une fois de plus, l'étude des 133 dépositions de l'enquête relative aux violences permet de dépasser les problématiques individuelles et de porter un regard d'ensemble documenté et objectif. En 2017, 64% des élèves accueillis à Riomont avaient été exclus de leur précédent établissement du fait de renvois souvent multiples, motivés par des difficultés d'ordre disciplinaire ayant parfois été judiciarisées. 20% des pensionnaires interrogés reconnaissent avoir commis des violences. Seuls 24% d'entre eux ont déclaré être venus à Riomont de leur plein gré, après concertation avec leurs parents.
quelle ambiance pouvait bien régner dans ce groupe de pensionnaires arrivés au village avec des pieds de plomb pour les 3/4 d'entre eux. L'analyse des 133 dépositions montre que 82% d'entre eux ont qualifié l'ambiance générale de normale, de bonne, voire de très bonne. On ne trouve que 13% des élèves interrogés qui préfèrent leurs camarades à leurs encadrants. C'est dire que les élèves qui ont peu apprécié l'ambiance générale en imputent très majoritairement la médiocrité à certains de leurs camarades plutôt qu'aux religieux de Riomont. Et c'est quand je commençais à mal tourner que... Mais tu vois, t'as surtout eu à l'époque personne pour te recadrer. Par contre, ici, t'as eu quelques... Ah mais moi, je bénis Riomont. T'as eu un recadrage, quoi. C'est dingue, quoi. Toute ma vie après, si j'avais pas fait ne serait-ce que cette petite période à Riomont, ça aurait pas été la même, j'en suis sûr. Parce que ça m'a plus que recadré, ça m'a appris des trucs, ça m'a fait grandir et tout. On l'a bien compris, ce discours de Léopold et de Maxime est celui d'une écrasante majorité d'anciens pensionnaires de Riomont. Mais ce discours, cette parole, XL de Laporte n'est pas disposée à la libérer. Elle va même, avec la complicité des médias qui la recopient servilement, l'étouffer sous le vacarme de calomnies grossières. Son propos est de dénigrer tous les aspects de la vie en communauté à Riomont. Madame de Laporte ne croit pas en Dieu ni au ciel, mais elle croit dur comme fer à l'enfer. Riomont étant un enfer, et la cuisine de l'enfer étant de piètre qualité, il est nécessaire à sa démonstration d'affirmer qu'à Riomont, l'alimentation était immonde, infâme et avariée. Elle va jusqu'à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale pour déverser ces diffamations sous la foi d'un serment. Dans les années 90-2000, ils allaient récupérer ce qui restait dans les grands magasins pour faire à manger la récupération de la nourriture. Donc ils mangeaient des choses avariées en fait. Il faut d'ailleurs lui reconnaître un talent particulier pour obtenir de ses témoins des détails aussi croustillants que nauséabonds. La nourriture là-bas, c'est un vaste domaine. Ils n'achetaient rien ou très peu. Donc tout venait de dons de supermarchés. Sur le petit déjeuner, c'était fréquent qu'on ait des tartines de pain qui étaient moisies en fait. Donc on ouvrait, on avait une belle trace verte dessus. On prenait un pack de 6 flambis. Puis quand vous ouvriez, c'était la loterie quoi. Soit c'était vert et dans ce cas-là, peut-être on mangeait pas, ou alors juste on enlevait le verre au-dessus puis on mangeait le reste. Mais ces ragots de cantine se heurtent frontalement au témoignage des 133 pensionnaires auditionnés par la police, qui constituent en matière d'alimentation un audit de satisfaction particulièrement éloquent. On sait bien que les critiques concernant la nourriture constituent dans tous les publics un chancre de fixation classique du mauvais esprit, bien connu des professionnels de l'éducation et des mères de famille. Interprétées par comparaison avec les déclarations des autres élèves de Riomont, les critiques d'Adrien et de Jean constituent un indice révélateur qui nous permet d'étalonner la fiabilité de leurs allégations dans d'autres domaines. Un dépouillement systématique des réponses à la question « Que pouvez-vous dire concernant les repas pris à Riomont ?» posé aux anciens pensionnaires donne les résultats suivants. Plus de 69% des élèves interrogés considèrent que les repas servis à Riomont étaient normaux, bons ou très bons. Adrien et Jean se situent donc résolument dans la frange extrême des 7% de mécontents chroniques. Il n'est pas honnête de présenter ces récriminations ultra-minoritaires comme une vérité objective. On a déjà vu comment, sous l'emprise d'Ixchel de Laporte, les souvenirs enthousiastes que Jean gardait de son scoutisme se sont transformés en cauchemars. Ce syndrome s'étend à tous les aspects de sa vie de pensionnaire. Et on le voit dans ce documentaire faire chorus avec la thèse du livre de Madame de Laporte, selon laquelle Riomont était un bagne pour enfants où les travaux manuels, devenus des travaux forcés, ont purement et simplement pris la place des loisirs. Le mercredi après-midi, on faisait le béton. Ouais, il y en a beaucoup qui vont jouer au foot quand on est gamin à 12 ans. Nous, on faisait du béton pour construire des bâtiments. Mais apprendre à faire du béton n'a jamais empêché personne de faire aussi du football. Le village d'enfants a toujours eu son équipe de football qui a connu ses heures de gloire, en particulier en 1999, où les garçons de Riomont enthousiastes applaudirent les dribbles qui opposèrent le père Argouarche, maillot numéro 7, à des stars du football français, Larquet, Rocheteau ou Touré.
je remercie le Père Jean-Paul de nous avoir reçus ici à Liévin. J'ai vu sur le terrain le travail éducatif qui est fait par les entraîneurs. Je remercie Dominique Rocheteau parce que c'est lui qui a été la cheville ouvrière et c'est grâce à lui qu'il y a eu ce match. Le football a toujours été à l'honneur au village et ce n'est pas pour faire du béton qu'il s'est doté, au pied de la menuiserie pédagogique, d'un magnifique terrain de foot. Mais hélas, tout ceci n'existe plus dans les mémoires de Jean. Des pans entiers de la réalité objective ont incontestablement disparu du tableau que les malheureux témoins d'Ixchel de la Porte prétendent donner de Riomont. Les souvenirs des 133 témoins entendus par la police dressent pourtant une liste qui pourrait faire passer Riomont pour un centre de loisirs particulièrement dynamique. Manifestement affectés d'une inquiétante amnésie traumatique, les témoins recrutés par Madame Delaporte ne se souviennent donc plus de l'équitation ni du parapente, du parc de Bagatelle ni des fêtes foraines. Ils ont oublié les visites extérieures et la piscine. Alors, volons au secours des victimes de Madame Delaporte pour leur rafraîchir la mémoire des moments plaisants que la pression psychologique qu'elle exerce manifestement sur eux leur a fait oublier. Évidemment, Rock fait de la balançoire, c'est plutôt tranquille. Il n'y a aucune difficulté. Par contre, celui qui est en difficulté, c'est le machin là. Ce n'est pas sur la violence et la brutalité que les religieux de Riomont ont fondé leur pédagogie. C'est le sport, les jeux, un programme d'activités soutenues, la dépense physique et les défis relevés en commun qui, au village d'enfants de Riomont depuis 60 ans, ont sorti les jeunes en difficulté de la violence dans laquelle ils se réfugiaient par réflexe. C'est aussi la proposition d'un idéal spirituel et religieux élevé auquel tous nos anciens ne sont peut-être pas restés intégralement fidèles, mais dont ils gardent dans leur grande majorité un souvenir résolument positif. La politique irréaliste de non-directivité absolue imposée par la loi aux éducateurs sous prétexte de non-violence conduit à une impasse dramatique. Elle enlève aux adultes tout moyen de contrôler la violence des enfants dont ils ont la charge, les amenant à démissionner de leurs responsabilités à la première difficulté sérieuse. Gérant prudemment le risque pénal, celui-là même dont le village de Riomont affronte actuellement les rigueurs, les établissements pratiquent le renvoi à outrance, rejetant les enfants en difficulté dans une spirale d'échecs et d'exclusion. Je suis fier de toi. Oui. Donc on me dépasse pas et le chef koala fait faire fil. Au moment où l'État s'en prend à une œuvre méritante, l'aide sociale à l'enfance, pour sa part, gère un scandale éducatif sans précédent. Sous son égide, 15 000 enfants de plus de 13 ans, posant de réels problèmes de violence ou de mœurs, sont écartés et placés à l'année, aux frais du contribuable, dans des hôtels privés ou totalement déscolarisés, et, privés de toute assistance éducative, ils sont livrés à eux-mêmes, abandonnés à toutes les dérives, incluant la drogue et la prostitution, et qui deviennent massivement sans domicile fixe à leur majorité. On estime que 60% des SDF français ont un passé ASE. À titre indicatif, il n'est pas sans intérêt de consulter ce dernier tableau recensant les professions déclarées par les 133 anciens élèves du village d'enfants de Riomont interrogés par la police en 2017. Moins de 6% d'entre eux se retrouvent sans emploi au-delà de 25 ans. Les résultats sont donc là. Et l'équipe pédagogique de Riomont n'a pas à rougir de la formation humaine et professionnelle qu'elle a dispensée à ses pensionnaires. C'est peut-être même cette réussite qui suscite la rage avec laquelle des ennemis puissants dénigrent, diffament jusque devant l'Assemblée nationale, attaquent et traînent devant les tribunaux une œuvre méritoire. C'était donc des travaux forcés. Les enfants étaient évidemment dès le départ extrêmement maltraités. Ils n'étaient pas soignés. Les infirmiers et ceux qui étaient censés faire ce travail-là de soigner, en fait, c'était des prédateurs sexuels. Ils n'étaient pas soignés. Il y a des enfants qui sont restés, qui ont eu des accidents, et je ne comprends pas comment il n'y a pas eu plus de morts, en fait, parce qu'il y avait des accidents très graves. La majorité des témoignages, ils disent tous, on est sortis de là, on était inadaptés, en fait. On n'était pas adaptés à la société. Ils ont beaucoup d'addictions. Les relations avec les femmes, c'est une catastrophe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je m'arrête. Je vous remercie, Madame Delaporte. La justice de notre pays va-t-elle aligner son verdict sur celui de la presse ? Il faut sauver le soldat Riomont.